Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord, les titres. Construction d'un espace marchand à Yaoundé 6. Plus rien ne va entre Yoki Onana, le maire de la commune de Yaoundé 6, et Luc Messi Atangana, le super maire de la ville. En effet, le second juge illégal le projet engagé par le premier. Réponse du maire de Yaoundé 6, il pourrait ne s'agir là que d'un règlement de compte. Les deux parties s'expriment dans ce 20h. Et puis, inondation à Douala. 4 jours après le sinistre, les populations de Bonantonnet dans le premier arrondissement attendent toujours les dons du chef de l'État. Alors que certains n'ont pas encore fini de chasser les eaux dans leurs maisons, ces populations décrivent une mafia organisée autour de la répartition des bidons. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis lutte contre la Covid-19 au Cameroun, le centre de dépistage et de prise en charge de Bonassama ouvre de nouveau ses portes au public. Une réouverture qui intervient après des reportages de la rédaction de Spectrum Télévision décriant la fermeture de ce centre au moment où le Cameroun craint une seconde vague de contamination. Il aura donc fallu 8 jours pour avoir la réponse des autorités. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Travaux publics, le Cameroun veut construire 55 ponts métalliques dans les 10 régions du Cameroun. Un projet qui, déjà engagé, est confronté à de nombreuses difficultés, aussi bien financières qu'administratives. Une réunion d'évaluation du dit projet a été organisée ce jour à Yaoundé. C'était sous la coordination du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumissi. On fait le point avec Mireille Siabdji. Avec Accro UEC et Ellipse Project France, le gouvernement camerounais, à travers son ministère des Travaux publics, s'est engagé dans un projet de construction de 55 ponts métalliques sur l'ensemble du triangle national. Le dit projet est subdivisé en 2 phases. La première, démarrée le 10 octobre 2016 pour un délai de 6 mois, est celle de la conception, réalisation des études techniques et d'impact environnemental et social. Ici, le taux d'exécution est de 90,90%, soit 50 rapports d'études techniques d'ouvrage approuvés à ce jour sur 55, avec entre autres des études environnementales achevées. C'est ce qu'indique le coordonnateur du projet au ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumissi. Pour ce qui est de la phase 2 consacrée à la fabrication, fourniture et installation des tabliers, y compris construction des appuis d'accès, Abdul Sherif, chef de projet, fait savoir que la fabrication et la fourniture des éléments métalliques démarrée le 26 décembre 2017 pour une durée de 18 mois se heurte à un problème de financement. Car à l'issue des études de conception, le montant à disposition ne peut fabriquer et fournir que 44 tabliers d'ouvrage sur les 55 prévus. Une défaillance due à une augmentation considérable de la longueur des ponts. Toutefois, le taux d'exécution est de 98,67% pour les prestations de fabrication et de fourniture d'éléments métalliques. Il ne reste plus qu'à l'entreprise Accro l'accompagnement et la formation pour l'installation des tabliers. Pour ce qui concerne l'exécution des travaux de construction des voies d'accès, des fondations et appui et installation des tabliers démarrés le 1er novembre 2017 pour une durée de 24 mois, l'on apprend ici que d'après les résultats de la phase d'étude, le financement disponible ne permet que d'installer 19 ouvrages. Cependant, à date, l'exécution des travaux sur ces 19 ouvrages est en arrêt depuis le mois de juin 2019 pour expiration de la période de décaissement des fonds pour lequel l'avènement reste toujours attendu au ministère des Travaux publics. Néanmoins, la situation des travaux au moment de la suspension est de 27,79% taux d'avancement global pour un taux de consommation de délai de 86%. De ces échanges, il ressort qu'au niveau des perspectives, s'agissant de la phase d'étude, le nombre de rapports approuvés devrait passer de 50 à 53 validés d'ici fin 2020. Les 2 autres ouvrages étant situés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un lot de difficultés techniques, administratives et d'ordre général qui devra être porté au ministre de l'économie. Rappelons qu'en gestation depuis 2015, ce projet est le fruit d'un accord de prêt de 45,9 milliards contracté par le Cameroun auprès des États-Unis d'Amérique à travers la Société Générale Exim Bank USA, soit 24,9 milliards de francs CFA en crédit acheteur et 21 milliards de crédits financiers. Construction d'un marché sur un site de haute tension au quartier Mélène Yaoundé. Le super maire de la ville était sur le terrain ce matin. Luc Messi Atangana a instruit l'arrêt des travaux, notant que le dit projet engagé par la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 est au centre d'une vive polémique entre les 2 personnalités de la ville. Olivier Bouzique pour plus de détails.
Cet espace marchand d'une trentaine de magasins est la pomme de discorde entre le super maire de la ville et le maire de l'arrondissement de Yaoundé 6, auteur du projet au lieu dit Mélène 8C. Nous avons pensé que nous pouvons nous servir des emprises secondaires qui sont en réalité la compétence des mairies d'arrondissement pour enlever ces commerçants qui occupent nos trottoirs et dont empêchent la mobilité urbaine. Sauf que pour Luc Messi à Tangana, la construction de l'espace commercial se fait dans l'illégalité, en plus de son étude technique qui n'aurait pas été faite selon les règles de l'art. Le maire de Yaoundé 6 n'a même pas tenu compte du fait qu'il y a un grand collège en contrebas qui génère un flot de population estudiantine lors des périodes de classe et même des parents, sans compter le quartier qui ne cesse de grandir dans cette zone. Le maire Yoki Onana dit être surpris par la démarche du super maire. Pour lui, le projet a été minutieusement étudié par ses services techniques. Il y voit par contre un règlement de compte. La mairie de ville avait, et elle également, initié à travers son 4e adjoint la construction des boutiques à cet espace. Un chantier qui avait même démarré. Et nous nous sommes interposés pour dire que la mairie de ville, dans une emprise secondaire, n'est pas compétente. Et c'est comme ça que la mairie de ville a arrêté ses travaux et nous les avons engagés au même endroit, le même type de travaux. Je ne comprends pas qu'on nous dise aujourd'hui que parce que c'est nous qui considérons que nous sommes dans l'illégalité. Je crains malheureusement que tout ceci tourne plus ou moins vers un acharnement. Faux, retorque le super maire qui envisage passer à l'offensive. Il n'y a pas d'acharnement contre qui que ce soit. Ce n'est pas un acte de méchanceté. Ce sont les lois qui l'ont prévu. Et on nous demande à la fois de respecter ces lois et de les appliquer. Vendredi 27 août, au matin, les services techniques de la mairie de la ville vont libérer toute cette zone. La décision du super maire n'engage que lui. Nous, on a juste encadré les commerçants. Ils ont investi déjà à peu près une vingtaine de millions. Que le super maire décide de venir casser, je pense que nous tirerons tout simplement les conséquences. Une affaire qui présage un climat délétère entre les deux magistrats municipaux durant leur mandat respectif, 7 mois seulement après leur élection. Justice, les magistrats militaires ont prêté serment ce mardi à Yaoundé. Occasion saisie par Mireille Siabdié pour remettre au goût du jour le débat sur la compétence du tribunal militaire à juger les civils. Explication du chef de bataillon, le magistrat Belinga Serlin, dans ce reportage. Cette prestation de serment des magistrats militaires se fait l'occasion pour l'institution judiciaire de jeter un coup d'œil sur les débats et autres controverses qui indexent très souvent les tribunaux militaires. L'un des points qui revient régulièrement, c'est le jugement des civils devant ces tribunaux. Ici, l'on évoque un certain nombre de textes internationaux pour éclairer la lanterne des populations. Notamment les résolutions 2005-30 des Nations Unies, qui donne la possibilité aux juridictions militaires de juger les civils, mais à certaines conditions, notamment l'intégration, n'est-ce pas, des juridictions militaires dans l'appareil judiciaire de l'État. Et c'est le cas du Cameroun, notamment en son article, la loi numéro 2011, celle modifiée, en son article 3, qui rappelle que les juridictions militaires font bel et bien partie intégrante, n'est-ce pas, de l'organisation judiciaire du Cameroun. Des dispositions qui précisent que l'organisation judiciaire du Cameroun comprend la Cour suprême, les cours d'appel, les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif, en matière de comptes, les tribunaux militaires, comme pour dire que les tribunaux militaires sont bel et bien, font partie de cette organisation judiciaire et que cette disposition-là nous renvoie tout simplement à cette exigence des Nations Unies qui voudrait que les tribunaux militaires fassent partie intégrante de l'appareil judiciaire d'un État. Entre autres arguments juridiques soutenus, ce sont les résolutions des Nations Unies, notamment la Commission africaine des droits de l'homme. Ces résolutions, je voulais dire plutôt des Nations Unies, rappellent à suffisance que
il y a une possibilité pour les juridictions militaires à juger des civils à condition qu'il y ait un certain nombre de critères ou de conditions qui soient respectées, notamment cette possibilité pour quelqu'un qui est jugé au tribunal militaire de pouvoir relever appel d'une décision qui l'a condamné. Il y a également cette possibilité de voir quelqu'un, un civil qui est effectivement attrait devant les juridictions militaires, d'être assisté par un avocat de son choix. Et cette assistance de ces avocats-là passe par l'enquête de police, passe par l'information judiciaire et même devant la juridiction de jugement. Rappelons que si dans d'autres pays, l'on parle d'avocats militaires, au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Politique, à quelques jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, les partis politiques, notamment de l'opposition, estiment que sans la révision du code électoral et sans la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est quasiment impossible d'organiser des élections crédibles au Cameroun. Invité de l'émission Entretien avec, diffusée tous les jeudis sur Spectrum Télévision, Maître Jean de Dieu Momon s'est également exprimé sur cette question. Je vous propose de l'écouter. C'est une ruse politique de l'opposition pour accéder au pouvoir. Constatant leur manque de capital électoral, ceux que j'appelle les détaillants politiques, face aux grossistes politiques qu'est le RDPC. Parce que je suis un détaillant politique. Je suis un entrepreneur politique, mais détaillant, mon capital est trop petit. Et quand vous avez un faible capital, il faut aller voir un grossiste pour se mettre à côté. C'est ce que j'ai fait avec le RDPC. C'est ce que j'ai fait avec le président de la République. Okay. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, il faut constater que, comme ils ont un faible capital politique, il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire pour mobiliser. Ce sont des techniques de mobilisation. C'est des mensonges. On trafique la vérité pour mobiliser. Ma thèse de doctorat pose là-dessus, hein, les démobilisations politiques. Ils exposent des arguties à la place des arguments. Deuxièmement, la thèse de pacification de nos eaux, etc. Je crois quand même qu'on est déjà passé là-dessus. Il n'y a plus de véritable affrontement comme avant. On est dans la construction. On est dans la phase de la construction du nord-ouest et du sud-ouest. Sur la révision du code électoral. Ce qu'il vise, c'est l'institution d'un deuxième tour à la présidentielle. Je dis que c'est une ruse. Parce que le deuxième tour à la présidentielle est une ruse pour unir de l'union des perdants pour battre le vainqueur. Mais si on est grossiste, s'il y a plusieurs détaillants, si on est un bon grossiste, on peut battre les petits détaillants. Mais bien sûr, mais si les détaillants se mettent entre eux, on ne devrait pas avoir peur du deuxième tour. Personne n'a peur de ça. Qui a dit qu'on a peur? On a des institutions qui fonctionnent. Pourquoi vous voulez qu'on mâche tout? On leur donne. Et ils ne vont même pas avaler. Même si vous mâchez tout, vous leur donnez. Ils vont trouver toujours quelque chose à dire. Même si on instaure le deuxième tour et que le président gagne, ils vont dire qu'on a triché, ils vont dire qu'on a fraudé, ils ont toujours quelque chose comme un cache-sexe à dire pour mentir à leur électorat. J'ai été avec eux, madame. Il faut pas... sauf que moi, je suis quelqu'un de clair, de sincère, de vrai. Je ne suis pas là pour torpiller. Moi, je dis des choses comme je les pense, comme je les ressens, et c'est la vérité. Dans victimes des inondations du 21 août 2020, les populations de Bonatone, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, disent n'avoir rien reçu jusqu'ici. Elles l'ont fait savoir au micro de René Narcisse Moto et de Julie Pan. Ici en image, le ministre de l'administration territoriale remettant des dons aux sinistrés de la ville de Douala, 3 jours après les monstrueuses inondations qui ont perturbé la capitale économique. Sauf que dans la chaîne de distribution, des voix s'élèvent pour décrier l'injustice. C'est le cas des populations du village Bonantone dans le premier arrondissement. Nous sommes surprises parce que depuis hier, nous avons appris qu'on est en train de partager les dons à ceux de Bonakwamwa, Bessenguer. Nous ici à Bonantone, nous n'avons pas eu. Il y a des gens qui ont eu des matelas, des couvertures, à manger aussi, des seaux. Nous aussi, nous sommes surprises depuis hier. Nous sommes allés là-bas à la salle des fêtes, c'était déjà fermé. On n'a rien eu. Dans ce village, l'on estime avoir été la partie de la ville de Douala la plus affectée par des eaux. Malgré le recensement fait par le chef du quartier, à la suite de la descente sur le terrain du maire d'arrondissement, les sinistrés disent n'avoir rien reçu jusqu'ici. Au jour d'aujourd'hui, les populations recensées
par le chef de Bon-Antonin n'ont rien eu. Ils n'ont eu droit à rien du tout. Par contre, tous les eaux de Douala Premier convergent par Bon-Antonin pour atteindre le fleuve Vouri. Et ceux qui habitent aux abords de ce fleuve Vouri ont été les plus inondés de tout Douala. Et quand le chef de l'État a fait le don, ce sont ceux-là qui réceptionnent les eaux qui reviennent d'autres quartiers qui ont été les lésés. Les victimes du village Bon-Antonin ne se gardent pas dans la foulée de remettre en cause la bonne foi du personnel en charge de la distribution des dons qui, d'après eux, n'est pas accueillant. On nous a chassés aussi. On nous a demandé comment est-ce que vous n'avez pas aussi enregistré vos noms. On a enregistré nos noms depuis hier. On n'a pas eu de dons. On constate que les gens qui n'ont pas été inondés sont en possession des matelas, des savons et tout. Et nous, qui sommes victimes, on n'a rien eu, rien du tout. En attendant de voir plus clair sur cet état des choses, Bon-Antonin continue de crier à l'abandon. Et on reste avec vous, René Narcisse Moto, pour répondre à cette question. Quels sont les besoins immédiats des populations victimes des inondations? On rappelle, le 21 août 2020, plusieurs habitations ont disparu sous les eaux à Douala. Alors que le sujet autour du phénomène d'inondation continue de déchaîner les passions, les interrogations fusent de part et d'autre quant aux besoins immédiats des sinistrés au lendemain d'une catastrophe. Rencontrée à Douala, une responsable de la Croix-Rouge apporte quelques précisions. Les besoins ne passent pas partout. Les besoins peuvent être spécifiques par rapport à la population. Si. Voilà pourquoi nous menons une évaluation. Il faut d'abord une évaluation, c'est-à-dire recenser les besoins. Qu'est-ce que ces personnes peuvent en avoir besoin? Pour le cas de la ville de Douala, secouée par les inondations mortifères, du fait des pluies diluviennes survenues le 21 août 2020, les besoins des victimes sont évidents. Insère. Toujours est-il qu'il est important de faire une évaluation pour connaître les priorités. Insère. Tout compte est fait, les populations sinistrées expriment de façon naturelle des besoins. Bon, si nous prenons le cas général de la ville de Douala, on sait qu'à la suite d'une inondation, il y a les abris qui sont dont on ne peut plus s'en servir. Par exemple, il faut recaser les populations. Il y en a qui ne peuvent plus regagner leur domicile. Et même s'il faut les regagner, il faut d'abord les désinfecter. Il faut curer les caniveaux parce que s'il pleut aujourd'hui, on ne sait pas quand il va encore pleuvoir, peut-être c'est demain, peut-être c'est après-demain. Donc on ne peut pas ramener les populations dans leur site sans avoir fait une évaluation. Toujours est-il qu'il est important de faire une évaluation pour connaître les priorités. Cette évaluation peut nous pousser à avoir des hypothèses telles que il faut d'abord curer les caniveaux, qui sont peut-être bouchés, il faut les curer pour qu'à la prochaine fois, que l'eau ne stagne pas. Cette population peut avoir besoin d'un abri, peut avoir besoin des denrées alimentaires, parce que c'est des gens qui ne sont plus dans leur lieu habituel. Il leur faut de denrées alimentaires, il faut des produits de première nécessité tels que les habits et autres, je dirais comme ça, à la volée. Donc ce qui peut nous garantir une bonne gestion, c'est une évaluation. Nous descendons sur les lieux, on fait une évaluation. Tout compte est fait, les populations sinistrées expriment de façon naturelle des besoins. Nous sommes là comme ça, nous sommes débordés. Petite entorse dans ce journal, on revient en politique pour parler de la récente sortie de Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Invité de l'émission Carte sur table, diffusée tous les mardis sur STV, San Éloi Bidon du RDPC fustige cette sortie. À comportement le mouton, réponse du berger. C'est de ça qu'il s'agit. M. Famendongo est dans son rôle de responsable de la communication au sein du parti RDPC, qui a l'obligation de veiller sur tout ce qui pourrait porter atteinte au fonctionnement du pays sur le plan politique. Donc le professeur Famendongo, pour une fois, il me semble être
En santé, le centre de dépistage et de prise en charge des patients du Covid-19 de Bonasama est de nouveau ouvert au public. Après près de 3 semaines d'inactivité pour non-paiement des salaires et des primes des personnels, ceux-ci disent avoir désormais donné la priorité. Ceux-ci disent donner désormais la priorité aux patients. Inès Pangan. C'est une stratégie particulière qu'il a utilisée afin de garder son navire à flot. Politique du grenier. La politique du grenier, c'est gagner 1000 francs, consommer 500 francs et puis mettre de côté 500 francs. La maladie à coronavirus est dans nos murs depuis mars 2020 et pour le centre de dépistage et de prise en charge des patients testés positifs à la Covid-19 du district de santé de Bonasama est à nouveau ouvert au public. Une ouverture qui a été effective ce lundi 24 août après plus de 3 semaines de clôture. Les raisons alors évoquées pour justifier cette fermeture, le non-paiement des primes et des salaires du personnel exerçant dans ce centre du 4e arrondissement de Douala. Une source nous révèle d'ailleurs que cette situation est généralisée aux 9 centres du département du Vori, à savoir Deido, Japoma, Nilon, Newbel, Mboko, Mbangé, Cité des Palmiers, Lorbaba et Bonasama. Ce 26 août 2020, le personnel rencontré sur ce site à l'école maternelle de Bonasama dit donner désormais priorité aux patients à recevoir. Que présentement nous sommes là, c'est une activité toujours Covid qui nous fait être là. Oui, donc c'est ça qui nous permet de pouvoir venir travailler. Oui, par rapport aux primes, paiement ou pas, on ne peut pas vraiment dire grand-chose dessus. Niveau affluence, le taux a baissé. Le personnel se rappelle qu'au début de la pandémie, elle était bien plus grande. Maintenant, ce sont beaucoup plus ces personnes qui désirent sortir du pays qui visitent ce centre de dépistage et de prise en charge des cas Covid-19. Il y a beaucoup de patients qui viennent, bien que le chiffre est en train de baisser par rapport à quand la pandémie était du moins dans ses débuts, quoi. Et aussi nous notons plus une affluence des voyageurs, vu que c'est une condition pour pouvoir accéder à leur vol. Une nouvelle stratégie a d'ailleurs été mise sur pied, les équipes mobiles. Celles-ci font des descentes dans les grands points de rassemblement de l'arrondissement pour faire un travail de dépistage et de suivi des cas testés positifs. Toujours en santé, une seconde vague de contamination au Covid-19 serait catastrophique pour les PME au Cameroun. C'est l'avis d'un chef d'entreprise qui appelle d'ailleurs à un soutien plus effectif de l'État. C'est une stratégie particulière qu'il a utilisée afin de garder son navire à flot. Politique du grenier. La politique du grenier, c'est gagner 1000 francs, consommer 500 francs et puis mettre de côté 500 francs. La maladie à coronavirus est dans nos murs depuis mars 2020 et pour ce chef d'entreprise, la petite et moyenne entreprise l'a reçu de plein fouet. J'ai mis pratiquement 7 personnes en chômage technique. Chômage technique parce que je ne pouvais plus tenir. Vous savez, il y a des charges, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est des PME qui ont payé le lourd prix parce qu'il faut payer des impôts, il faut payer des salaires, il faut payer des loyers, il y a un certain nombre des engagements qui ont été pris même avant la crise en question. Et entre-temps, donc, des intérêts ou des pénalités au niveau des banques ne sont pas revues à la baisse. La pression financière des banques, des institutions financières continue à être exercée. Selon le ministre de la Santé publique, le Cameroun pourrait connaître une deuxième vague de contamination si les mesures barrières ne sont pas respectées. Je pense donc que ça va être catastrophique. Catastrophique pourquoi? Parce que l'État ou soit des PME camerounais sont d'abord en crise, puisque l'ensemble de la sous-région est touché. Et puis, vous savez, le Cameroun respire grâce aux différents pays de la sous-région. À partir donc, du moment où les frontières sont fermées, des produits fabriqués localement comme ceux importés vont tout simplement être consommés par les Camerounais. Et vous retenez donc le pouvoir d'achat au niveau du Cameroun est tellement faible. Des mesures d'allègement ont été annoncées par l'État et selon lui, elles ne sont pas appliquées sur le terrain
et propose des solutions. Avant l'arrivée du corona, il y a eu des engagements financiers. Effectivement, parce qu'il n'y a aucune PME qui essaye de fonctionner sans entreprendre des prêts financiers auprès des différentes institutions financières en place. Il faudrait déjà dans un premier temps que le ministre de tutelle, qui est le ministre des Finances, essaye donc de tenir une réunion avec ces différentes institutions financières, quitte à ce qu'ils cessent la pression sur des chefs d'entreprise. Il faudrait que l'État, à travers le ministre des Finances, essaye d'apporter un accompagnement financier. Qu'il y ait même une subvention si possible, que la Banque des PME essaye de prendre ses responsabilités. Il reste donc très important de préciser que le coronavirus est encore là et pour le vaincre, il faut respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. De la francophonie a suspendu le Mali de ses instances après le coup d'état militaire à Bamako, tandis que la junte poursuivait ses prises de contact avec les représentants des partenaires de ce pays en première ligne du combat contre le djihadisme. La justice ivoirienne a confirmé la radiation des listes électorales de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la commission électorale indépendante. L'ex-premier ministre Guillaume Soro et l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé contestent également leur absence des listes électorales avant les présidentielles du 31 octobre. Au Nigeria, des hommes armés ont kidnappé en pleine classe 7 élèves et leurs enseignants dans un village de l'état de Kaduna, dans le nord-est du pays, selon des sources locales. Les assaillants sur une vingtaine de motos ont envahi le village de Damba Kasaya en tirant en l'air. Le Rwanda a émis un mandat d'arrêt international contre Alois Ntiwiragabo, chef des renseignements militaires pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, à l'encontre duquel une enquête préliminaire pour crimes contre l'humanité a été récemment ouverte en France où il pourrait résider. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.